Salut à tous, c'est Sylvain et Tonavet pour Entre Rôlistes et le Seigneur des Anneaux a toujours été un pilier de mon imaginaire. Et comme probablement beaucoup d'entre vous aussi. Que faut se dire quand même que le Seigneur des Anneaux, ça a un peu posé les bases de la fantasy moderne. Donc, quand on peut parler du l'anneau unique, l'un des jeux de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux, moi ça me met toujours un petit peu en joie. Alors, par contre, faut se dire que j'ai pas caché que l'anneau unique a ses quelques... Bon, le système n'est pas des plus performants, il est un petit peu poussif sur certains de ses règles, et il a ses défauts. Mais j'ai aussi répété plusieurs fois, en tout cas dans les émissions récentes, j'ai répété plusieurs fois que l'un des derniers suppléments est l'un des meilleurs suppléments que j'ai vus récemment. Et ce supplément-là, on va parler bien évidemment du dernier petit qui est arrivé en français. Je parle de La Moria à travers les portes de Durin. Donc, le jeu est créé par Free Lagan, ou Free League dans sa version anglaise, qui est aussi responsable de Mutant Year Zero, mais aussi Vaesen et quelques autres licences, genre Blade Runner, Alien, etc., etc. Et donc, c'est eux qui se chargent de la version anglaise. Pour la version française, c'est toujours Edge qui s'en charge, on a ici un beau petit bébé, on a quand même 234 pages à se faire. Et est-ce que ça vaut le coup ? Parce que l'une des grosses questions quand on aborde l'anneau unique, l'une des grosses craintes quand on rentre dans ce système-là et dans cet univers-là, c'est que tout le monde n'est pas Tolkien, et ça peut être un peu compliqué de rentrer dans cet univers-là. Et c'est pour ça que l'un des objectifs de ce bouquin-là, c'est de pouvoir nous aider, et donc la question c'est, est-ce que ce bouquin-là va nous permettre de retranscrire fidèlement, ou en tout cas nous aider au mieux possible pour créer notre propre Moria et jouer dans notre propre Moria. Et toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre tout de suite dans la présentation. Mais avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à vous tous qui nous suivez, ça nous fait toujours super plaisir de voir autant d'engouement pour notre chaîne. Et si jamais vous aimez ce genre de vidéo, dans ce cas, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire et tout le reste. Vous connaissez maintenant la chanson. On a aussi notre petit Discord, donc venez nous faire un petit coucou là-dessus. Mais bref, ceci étant dit, cela étant fait, place à la vidéo. Alors, commençons par le commencement, et le commencement, c'est une leçon d'histoire, puisqu'il faut se dire que Khazad-dûm ou la Moria est un bâtiment qui est extrêmement vieux, même en considérant tous les autres bâtiments de l'univers de la Terre du Milieu, c'est un des bâtiments qui date du Premier Âge, qui a été créé même par Durin Ier, donc l'un des premiers nains. Et là où d'immenses cités ont été bâties aussi par les hommes et les elfes, des citadelles impénétrables, des forteresses mythiques, aucune n'a réussi à durer autant que la Moria. Alors bien sûr, il y a plein de trucs qui s'est passé dans la Moria, mais justement, c'est ça qui en fait à la fois un lieu qui est super intéressant, mais qui est aussi très compliqué à mettre en place. Cette complexité, c'est pas quelque chose qui est vraiment unique à la Moria. Quelque chose que j'étendrais à toute la gamme de l'anneau unique, ou même en général toute la gamme du Seigneur des Anneaux. Puisque quand on joue dans cet univers-là, ou plus quand on mène dans cet univers-là, on se demande toujours, est-ce qu'on va réussir à retranscrire fidèlement cet univers mythique ? Puisque, Tolkien a un peu écrit la base de la fantasy moderne, donc t'as toujours un petit peu cette référence pour se dire, est-ce qu'on va être au niveau ? Et c'est là que le livre va nous venir en aide. On va avoir dans ce bouquin-là des astuces, et même plutôt une boîte à outils, qui va nous permettre de créer notre propre Moria à nous, tout en essayant de respecter au maximum l'œuvre de Tolkien. Et parmi ces outils-là, on va en avoir 3 principaux, en tout cas ce sont les 3 que j'ai notés. L'un des premiers, ça va être toute une sorte d'attention pesée sur la thématique. Il faut trouver une thématique globale pour la campagne. La seconde, ça va être une intention justement de campagne, c'est-à-dire qu'on ne s'aventure pas dans la Moria sans avoir une bonne idée de ce qu'on va y faire. Donc ça permet encore une fois de centrer la Moria même et l'aventure sur tout le but des personnages. Et la dernière, ce sont les sites d'aventure. Donc c'est des lieux emblématiques qui sont décrits un peu plus précisément avec des personnages, des actions et différents autres événements qui peuvent arriver sur ces sites d'aventure-là. Et donc ces 3 outils-là vont permettre de créer tout simplement une Moria qui nous ressemble en quelque sorte. L'un de ces premiers outils, c'est les thématiques. Donc les thématiques, ça va être un moyen de pouvoir créer, voire se créer sa propre Moria, tout en essayant de lui donner une certaine variété. Parce qu'à l'origine, la Moria, c'est quand même un endroit qui est très sombre, avec une ambiance, une atmosphère très de peur, avec l'omniprésence de la mort, des ombres un petit peu partout, cet état un petit peu glauque. Mais si la Moria c'était que ça deviendrait assez vite répétitif. Et donc le livre va pouvoir nous proposer de prendre des thématiques. Donc ces thématiques-là, c'est bien sûr juste un point de départ, qu'après il faut s'approprier et aller plus loin, mais on va nous proposer 2 thématiques principales, le thème de la merveille et le thème de la peur. Il faut se dire effectivement que la Moria, même si aujourd'hui est absolument ravagée, ça reste quand même une merveille d'architecture, et quelque chose qui est tout simplement merveilleux, dans un certain sens.
L'une de ces thématiques-là va nous proposer plusieurs autres différentes sous-catégories, hein, avec à chaque fois des petits exemples pour en dire comment ça pourrait être mis en place. Et donc, parmi les merveilles qui peuvent être évoquées, ça par exemple, tout simplement l'ingénierie absolument gigantesque qui a été mise en place par les nains pour, par exemple, tous les endroits de déplacement, toutes les routes qui ont été faites, les passages secrets, les escaliers, même des ascenseurs, ou encore une fois l'ingénierie pour pouvoir faire arriver la lumière depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur des mines. Bref, il y a vraiment tout un tas de trucs à faire là-dedans. Et un autre exemple de merveille qui peut être retranscrit par le meneur ou la meneuse, c'est tout simplement montrer la richesse de l'endroit. Que même si l'endroit a été pillé absolument par les orques, ben ça reste encore bourré d'or, de joyaux et d'endroits qui sont magnifiquement décorés, ornés de tout un tas de gemmes, de filets d'or, d'argent, etc. Donc c'est deux thèmes qui peuvent être mis en contraste avec la peur et l'état assez glauque de l'endroit. Donc c'est un travail qui est assez bien foutu par le bouquin et qui va aller même de l'autre côté, puisqu'en plus de la merveille, on va pouvoir contraster ça avec le thème de la peur et un petit peu de la misère. Et là, on va voir d'autres catégories ou sous-catégories qui vont venir, là encore, nous aider à décrire la Moria. Par exemple, avoir la sous-catégorie de « il n'y a aucun endroit de sécurisé, il n'y a aucun endroit qui soit paisible ici ». Là, on va parler de montrer comme quoi il y a des bruits étranges ou des odeurs étranges d'orques qui se baladent. On va avoir des pièges, des traces de bataille, hein, et plein d'autres endroits qui montrent que, effectivement, c'est encore un endroit en guerre. Et donc, le livre va nous proposer, quand on va se lancer dans une campagne, de sélectionner un des sous-catégories de merveille et une des sous-catégories de la peur. Donc ainsi, avec ces deux sous-catégories-là, on va pouvoir vraiment se focaliser sur ces deux éléments-là et se créer cette certaine atmosphère. Parce que même si on aimerait bien pouvoir tout retranscrire, il faut se dire que la Moria, c'était un bâtiment qui est absolument immense. Et encore une fois, je dis bâtiment, mais bon, c'est une citadelle, une ville qui est absolument immense, donc ça serait juste impossible de pouvoir tout décrire exactement, très précisément. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et d'ailleurs, pour faire une petite conclusion sur cet outil-là, je trouve que c'est quelque chose qui manquait pas mal, en tout cas pour l'anonyque de base. C'est que l'anonyque reste quand même quelque chose qui est assez vaste, hein, parce que là on parle de toute la Terre du Milieu, alors que là on va avoir une thématique qui va être beaucoup plus focalisée sur un point, donc on parle de la Moria. Et ce bouquin-là va nous aider à rapprocher encore le focus sur ces éléments-là, et ça lui donne une certaine force. Et en parlant de focalisation, on va partir sur la deuxième outil, l'intention de la campagne, puisque, comme je disais, on va pas dans la Moria juste pour se balader. La Moria, c'est un endroit qui est absolument très dangereux. C'est un endroit qu'on ne va pas par plaisir. Et donc, quand on va commencer une campagne dans la Moria, on va d'abord choisir un focus. Donc ça veut dire que ça va être un objectif précis pour s'aventurer. Donc ça peut être à la recherche de trésors, ça peut être pour la vengeance, c'est-à-dire que on va vouloir aller tuer ou vaincre un orc en particulier, ou un chef orc en particulier. Et là, le bouquin va nous proposer quelques suggestions. Donc ces suggestions-là vont pouvoir être utilisées pour démarrer cette campagne-là. Et là aussi, pour nous aider à focaliser l'aventure, on va voir les garants. Donc les garants, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, en tout cas pas quelque chose d'introduit dans la Moria. C'est quelque chose qui était déjà présent dans le bouquin de base de l'Anneau Unique. Et les garants, c'est tout simplement un personnage en joueur qui a une certaine puissance dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc c'est que ça soit tout simplement de l'argent, de la réputation, c'est un personnage qui a de l'importance. Et ce personnage-là va pouvoir nous aider à tout simplement être là pour nous envoyer en mission. Et nous aider si jamais il y a possibilité de nous aider, d'aider les personnages joueurs. Et donc, chacun de ces garants-là va venir aider à donner une certaine direction à l'aventure, puisque chaque garant a ses motivations, a ses objectifs et a ses contraintes. Par exemple, introduit dans la Moria est Frora, la princesse naine. Donc c'est une jeune naine, relative à l'âge des nains, qui a des désirs d'en savoir plus sur la Moria, de savoir quel est l'état de la Moria, puisqu'elle désire, comme son oncle Balin, elle souhaite pouvoir regagner la Moria un jour. Et donc, toutes les missions qu'elle va donner va être plutôt essayer de rechercher des informations sur quel est le statut de la Moria, où sont les orques, et préparer tout simplement l'assaut sur la Moria. Donc, il va y avoir un set de missions qu'elle pourra nous envoyer qui vont être bien différents de... Si on prend par exemple un autre des garants qui est introduit dans cet univers-là, on va voir Nal, des collines
les collines d'acier. Donc c'est une naine qui va être qui est assez vieille, enfin qui est vraiment vieille, qui est trop vieille d'ailleurs pour s'aventurer elle-même dans la Moria, mais qui est une maîtresse de tout ce qui va être la forge et le savoir des nains. Et elle souhaite ardemment pouvoir récupérer des informations sur les secrets que renferme la Moria. Et donc si jamais elle est la garante des personnages joueurs, probablement elle va les envoyer en mission pour récupérer du savoir. Et donc ces deux garants-là vont avoir aussi des avantages mécaniques, mais surtout ça va être ces objectifs et motivations de chacun qui vont pouvoir façonner l'aventure. Ce qui peut être aussi assez cool, c'est que tous les garants qui sont présentés dans le bouquin pourront être, s'ils ne sont pas choisis par les personnages joueurs, eh bien ils pourront être introduits en tant qu'antagonistes. Et si bon, la plupart sont des personnages qui sont du côté du bien en quelque sorte, eh bien ça peut être assez intéressant de voir certains contrastes des garants qui peuvent venir mettre des bâtons dans les roues de chacun. Et donc tout ça, ça va nous aider à avoir une campagne qui soit vraiment très focus. Donc on va pas s'aventurer dans la Moria sans plan, on va s'aventurer dans la Moria pour une raison, avec un objectif très précis. Et là encore, ça va nous aider à donner une aventure qui va être très focalisée. Donc avec cette thématique ainsi que ce garant-là, ça nous construit une aventure qui va être sur mesure, qui va permettre de ne pas partir dans tous les sens dans la Moria. Et le troisième et dernier outil, ça va être les lieux d'aventure. Donc les lieux d'aventure, c'est pas quelque chose de nouveau ni unique à la Moria ou même à l'Anonique, puisque c'est quelque chose qui était déjà présent dans des autres bouquins de Free League, donc l'éditeur anglais du bouquin, par exemple Forbidden Lands. Mais dans Forbidden Lands ou même dans les suppléments de l'Anonique, les lieux d'aventure, ça correspondrait généralement à une zone entière. Donc on va avoir le château de Untel ou la crypte du malheur, par exemple. Alors que là, on va avoir plutôt un endroit plus réduit, puisqu'on va avoir pas mal de salles qui vont être présentées en tant que lieu d'aventure. Alors, un lieu d'aventure, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est une sorte de remplacement, si vous voulez, à un scénario. Puisqu'au lieu d'avoir quelque chose de linéaire, on va être présenté avec un historique du lieu d'aventure, une série d'événements, et c'est tout. Et avec tout ça, ça va être à la meneuse de pouvoir prendre ces éléments-là et de les intégrer à son aventure. Donc ça donne à la fois une certaine liberté de modifier tout ça à sa guise, mais ça rend le travail un peu plus compliqué parce que c'est pas tout clé en main. Donc après, on a quand même la description est assez précise, ou en tout cas on a plutôt que précise, va être assez évocative pour nous donner des idées pour pouvoir créer des nouvelles aventures, pouvoir facilement les façonner pour que ça colle avec l'aventure en cours, et on a aussi des illustrations histoire de rendre la chose encore plus agréable à lire. Et là, vous pouvez peut-être vous dire, mais 28 sites d'aventure, ça n'a pas l'air de faire beaucoup. Alors, il faut se dire que c'est 28 sites d'aventure sur une centaine de pages. On a 100 pages, une majeure partie du bouquin, qui est dédiée à ces sites d'aventure. Parce que ces sites d'aventure-là, en plus de la description et des événements, il y a aussi, il faut se dire, un bestiaire spécifique, par exemple, où chaque lieu va avoir ses créatures. Donc, par exemple, la forteresse de Malek, l'un des chefs orques, va avoir dans sa description, tout simplement les statistiques de certains de ses lieutenants, mais aussi ses caractéristiques à lui. Et on va aussi avoir pour chacun des sortes de fils rouges ou des événements qui peuvent se répartir sur plusieurs sites d'aventure. Et donc, on va avoir une grande diversité d'actions. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que la Moria, je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo-là, mais la Moria, c'est un endroit qui est gigantesque. Et ces 28 sites d'aventure sont répartis depuis les plus hauts sommets de la Moria, même à l'extérieur de la Moria, jusqu'à ses profondeurs et à l'intérieur, jusqu'à l'antre de certaines choses qu'il ne faut mieux pas croiser. Et donc, on a vraiment une large variété de situations dans lesquelles on peut balancer nos joueurs et joueuses. Et ça, je pense que c'est l'une des plus grandes forces de la Moria, c'est tout simplement son immensité. C'est à la fois quelque chose de compliqué à mettre en place, mais aussi une opportunité de mettre, tout simplement de proposer une immensité de possibilités. En parlant bestiaire, il faut se dire que le bouquin a aussi un bestiaire générique qui est présenté. Donc là, plutôt que de présenter des créatures, ici, l'intérêt de ce bestiaire-là, ça va être de montrer plutôt quelles sont les factions d'orques et d'ennemis qui existent. On va voir par exemple les orques de la Moria, qui sont les orques qui sont présents, qui sont les plus nombreux, qui sont présents depuis le plus longtemps, mais on va aussi avoir les orques de Mordor, qui eux sont envoyés par l'ennemi, alors l'ennemi avec un E majuscule. Et donc, chacun vont avoir des statistiques pour leurs propres créatures, même si ça reste quand même assez générique, et l'idée c'est de pouvoir les intégrer quand on veut, ou alors de les modifier pour en faire des PNJ spécifiques. Parce qu'encore une fois, si on veut de la spécificité, il suffit d'aller voir les lieux d'aventure. Mais ce qui est intéressant, c'est que
on va pouvoir découvrir des trucs, des créatures que je connaissais pas vraiment, puisqu'ils sont pas présentés dans les films ou les bouquins. On va voir par exemple les chauves-souris géantes ou alors les fantômes de cendre. C'est 2 créatures que je connaissais pas. Et d'ailleurs, petit truc assez intéressant, il y a même les stats du Balrog, qui sont absolument horriblement puissants. Donc je comprends et je suis super impressionné par Gandalf, parce que Gandalf doit avoir des stats de ouf, parce que le Balrog est quand même une bestiole assez violente. Mais bref, donc voilà, c'est un petit bestiaire, c'est que sur une dizaine de pages, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un. On a déjà beaucoup parlé de présentation, donc attardons-nous au côté mécanique. Donc voyons ce que la Moria a dans le capot, au niveau de, tout simplement des mécaniques de jeu. Il faut se dire d'abord que la Moria ne va pas introduire de nouvelles mécaniques, mais va plutôt altérer d'autres qui sont déjà existantes. On va commencer par exemple par le voyage, puisque le voyage c'est une des thématiques et qui est vraiment au cœur du jeu. Déjà dans le livre de base, il y avait cette idée d'explorer la Terre du Milieu avec ces mécaniques de voyage où tu pouvais passer des jours et des jours à te déplacer. Donc là, on va quand même garder ça avec plusieurs différents. Donc la première, c'est que on est en sous-sol. En sous-sol, déjà, les animaux n'y vont pas. Donc surtout dans la Moria, là, vous n'avez pas d'animaux de trait, des chevaux, etc. En plus, chasseur-cueilleur, vous oubliez. Donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez ajouter même une mécanique de plus de survie. Vous avez un certain nombre de nourritures qui vont venir donc peser dans votre inventaire. À part, bien sûr, on va avoir des événements spécifiques à la Moria, en fonction de ce qui se passe. Et la dernière grande différence, c'est que dans la Moria, les différents lieux d'aventure, tous ne sont pas connus. Et même la plupart ne sont pas connus. On va avoir généralement 3 niveaux. On va avoir des lieux qui sont connus, obscurs, même cachés. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous... Déjà, pour trouver un endroit, il faut savoir plus ou moins, en tout cas au moins plus ou moins où aller. Donc c'est là qu'avant de partir, il faut réussir à récupérer ou entendre des rumeurs sur ces lieux-là. Et ensuite, quand vous arrivez à destination, vous faites un nouveau jet de recherche pour savoir si vous trouvez l'objet le lieu qui est caché ou obscur. Donc en fonction de ce jet-là, si jamais en cas de succès de ce test de recherche, vous arrivez au lieu voulu, et sinon, il y a encore un autre événement qui vient se passer, et qui dit événement dit possibilité de prendre encore des points de fatigue, ou encore pire. Et donc ça donne un côté assez presque pressant, un petit peu jouer avec la tension, surtout que dans la tension, pour ajouter ça, il préconise, comme dans la Moria, rien n'est parfaitement droit, d'augmenter la taille du chemin de 50% par défaut. Donc ce qui fait que même si sur la carte on a 2 lieux qui sont très proches, au final ça va quand même être assez long pour y aller. Donc ça va avoir l'occasion de faire tout un tas d'événements entre les deux. Et une autre des mécaniques qui permet de jouer avec l'attention, c'est l'œil. Donc l'œil, dans le livre de base, c'était cette mécanique-là qui donne une certaine valeur qui représente l'attention que l'ennemi porte sur les personnages joueurs, sur la compagnie des personnages joueurs. Donc c'est une valeur qui est déterminée à la base par notamment qui sont les personnages, donc ça veut dire que des elfes et des rangers vont attirer plus l'attention qu'un hobbit par exemple. Ou alors des personnages avec une valeur élevée, donc un niveau en quelque sorte assez élevé, vont attirer plus facilement l'attention de l'œil. Et au fur et à mesure de la partie, quand il y avait des jets critiques qui étaient faits, la valeur de l'œil augmentait. Et jusqu'à monter, jusqu'à atteindre une certaine limite qui déclenchait une chasse sauvage. Donc une chasse sauvage, c'était un événement spécifique qui faisait que l'ennemi avait décidé de prendre en main la situation et de lancer un événement spécifique pour venir arrêter ou empêcher les personnages joueurs d'accomplir ce qu'ils veulent empêcher. Et autant dans l'anneau unique, je trouvais que ça manquait un petit peu d'importance. En tout cas, ça manquait un petit peu de petit oomph, d'épices, si vous voulez. Alors que là, dans la Moria, je trouve qu'ils ont réussi à parfaitement l'intégrer et de faire en sorte que cette valeur de l'œil-là, de l'attention de l'ennemi, il marche du tonnerre. Tout simplement, il y a eu vraiment des très petits changements, et c'est le fait que, encore une fois, on est dans la Moria, veut dire que tous les bruits, toutes les rencontres avec les adversaires qui sont mal gérés, donc par exemple, si jamais vous laissez s'échapper un orc, il va aller forcément alerter son groupe. Et donc tout ça, ça va permettre de faire augmenter la valeur de l'œil et de faire rapidement atteindre la limite. Et la limite va déclencher du coup une chasse sauvage qui va avoir... Donc là ici, ils sont bien amusés à faire 3 tableaux différents de à quoi pourrait ressembler cette chasse sauvage. Donc la première, c'est que tout simplement les orques décident de faire un assaut. La deuxième,
c'est que c'est quelque chose qui est lié plutôt à la Moria en elle-même. Et donc là, on va parler plutôt de l'obscurité, de l'ombre qui s'abat, de la peur qui s'abat sur le personnage joueur. Et le dernier, qui est appelé tout simplement Gash, qui représente le feu de la Moria, le feu du Balrog, et qui peut, dans le pire des cas, peut faire venir le Balrog sur la compagnie des personnages joueurs. Et donc ça, je trouve que c'est un excellent moyen d'ajouter encore de cette tension. Parce que là, imaginez que vous êtes dans la Moria, avec en plus toute l'histoire qu'il y a derrière, les thématiques qui sont là. Vous avez le voyage aussi qui va vous rajouter de la fatigue, le fait que ce soit un peu long et que vous ne sachiez pas quand est-ce que vous allez arriver à votre destination. Et en plus de ça, chaque événement pourrait causer d'avoir cette valeur de l'attention de l'œil monter encore plus. Et là, je trouve que c'est une excellente altération de cette mécanique-là pour la faire marcher bien. Et finalement, la dernière des mécaniques qui ont été rajoutées, c'est des générateurs aléatoires. Et c'est pas quelque chose que je m'attendais tout particulièrement, mais ça fait plaisir à voir, parce que l'un des premiers générateurs aléatoires qui est ajouté dans ce bouquin-là, va être notamment un générateur de salles. Là, chacune de ces salles va pouvoir être générée avec un type de salle, à quoi il ressemble, des conditions, et quelques petites descriptions pour donner vie à ces salles-là. Donc, encore une fois, la Moria est un endroit qui est absolument immense. On a les lieux uniques pour les lieux d'aventure, pour les endroits qui sont très spécifiques, mais sinon, ces petites salles-là peuvent être utilisées pour ajouter, lors d'un événement par exemple, ou si jamais on veut agrémenter une histoire où entre deux lieux uniques, tu pourrais rajouter cette petite salle-là. Et un deuxième type de générateur, c'est un générateur de bandes d'orques, de groupes d'orques, avec, en fonction de la difficulté auquelle vous voulez faire la bataille, vous pouvez soit jeter les dés, ou alors choisir. Et ça permet de créer des orques opposants qui peuvent vous tomber dessus. Et ces deux petits générateurs-là, c'est pas grand-chose, mais au final, ça peut être pas mal pratique dans vos aventures. Si jamais vous êtes un joueur solo de jeu de rôle, vous avez peut-être entendu parler du Guide de l'Arpenteur. Donc c'est un add-on numérique uniquement de l'anneau unique qui vous permet de jouer en solo, donc sans meneuse, à l'anneau unique. Et ils ont décidé dans la Moria de rajouter ce mode-là intégré aux règles de base. Et pas seulement intégrer, mais intégrer et aussi les améliorer pour donner une expérience spécifique à la Moria. Et si vous pouvez très bien jouer avec un seul personnage, dans ce mode-là, vous pouvez jouer avec une expédition entière. Donc là, ça permet de jouer tout simplement un personnage accompagné d'un groupe de nains qui vont venir l'aider dans sa tâche. Et ça transforme un petit peu, ajoute un petit côté wargame, si vous voulez, stratégie encore, un petit côté wargame à votre aventure. Et donc, là encore, je trouve que c'est une façon de s'aventurier, une façon d'explorer la Moria encore différente, et qui est, à ma foi, pas mal bien foutue. Donc tout d'abord, là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez quand même l'avantage d'avoir un personnage. Donc vous allez avoir un personnage qui va être décrit de façon classique, avec tous les stats et toutes les informations qui sont dans lesquelles vous jouez pas en solo, mais vous allez aussi être accompagné d'un groupe d'aventuriers, un groupe de nains qui va vous accompagner, qui eux, ils auront des stats qui sont très simplifiés, histoire de ne pas avoir à gérer genre 10 personnages à la fois. Et avec ça, l'objectif, c'est simplement que vous allez essayer d'accomplir une mission pour votre groupe. La mission, ça va être de soit, on va le voir un peu pareil que dans le jeu de base, c'est d'essayer de trouver des trésors, aller récupérer des secrets, la vengeance encore, et tout ça peut être défini via des dés. Donc là, vous avez tout un tas de tables aléatoires qui vous permettent de créer votre mission et de créer votre bande de guerriers. Ce qui est intéressant dans ce mode de jeu, c'est que même s'il a été pas mal simplifié, encore une fois pour pas avoir à gérer genre 6 personnages à la fois, ce qui va nous aider, c'est qu'on va jouer donc un seul personnage ainsi que la bande. Et la bande, elle, va avoir, plutôt que tout un tas de stats, elle va avoir des dispositions. Donc dispositions par exemple par rapport aux manœuvres, par rapport à la vigilance, par rapport à la guerre. Et donc toutes ces informations-là, toutes ces stats-là vont être utilisées lorsqu'il va falloir faire des jets de dés qui vont devoir impliquer cette bande de guerriers. Et donc ça donne cette sorte d'état un petit peu hybride entre avoir un seul personnage qui va pouvoir faire ses actions en solo, et lorsque la bande va devoir agir, et dans ce cas, il y aura les dispositions qui vont pouvoir être utilisées. Et là où je trouve que c'est bien intégré avec le reste du jeu, c'est que, encore une fois, les choix à faire vont être primordiaux. Ça veut dire qu'avant de partir en mission, vous allez choisir que si jamais vous partez avec une bande de guerriers qui a moins de guerriers dans la bande, et dans ce cas, vous allez avoir plus de manœuvres, mais moins de dispositions guerrières. Alors que si vous avez une grande bande, dans ce cas, vous allez avoir plus de dispositions guerrières, mais moins de manœuvres. Et
ça va aussi jouer avec l'attention de l'œil. Donc là, ce que j'en parlais un peu plus tôt, donc cet outil pour gérer l'attention, ben là aussi, si vous vous aventurez dans la Moria avec une large bande de guerriers, ben forcément, vous allez attirer plus facilement l'œil de l'ennemi. C'est une mécanique que je trouve s'intègre parfaitement au jeu, que même, je verrais bien qu'elle puisse se jouer, pas forcément en solo, mais même avec d'autres joueurs, ça peut aussi marcher. Et donc, forcément, je pense que on va pas pouvoir faire de roleplay avec chacun des membres de la bande, même si chacun des membres de la bande va pouvoir évoluer, va devenir plus puissant, va avoir récupéré de l'équipement, ça reste quand même assez limité, donc les interactions vont être assez limitées en termes roleplay. Mais ça reste quand même un bon compromis entre l'un et l'autre. Et en plus de ça, si jamais vous voulez avoir que le mode solo, bien là forcément vous avez tout un tas de tables aléatoires qui vont vous permettre de gérer différentes situations. Donc vous avez un oracle avec les différents événements différents événements de voyage ou même des questions de n'importe quelle question. Et donc c'est tous les outils auxquels on s'attendrait à voir pour un jeu solo, avec en plus donc cet attachement de gestion de la bande. Ça, je trouve que c'est un ajout qui est pas mal bienvenu dans ce jeu-là, puisque j'avais tenté d'ailleurs de faire quelques parties de l'anneau unique, mais j'étais un petit peu resté sur ma faim parce que il manquait encore quelques petits outils. Donc là, de jouer en solo à ce jeu-là, ça doit être pas mal intéressant et je m'y tenterai bien. Alors, on arrive à la fin du livre, donc je crois que je vous ai parlé d'un peu de tout ce qu'on a ce bouquin-là, donc j'espère que ça a été suffisamment instructif. Je vais passer sur les appendices, puisqu'il y a encore quelques autres pages dont je n'ai pas trop parlé. Donc par exemple, il y a un nouveau peuple qui est noté ici, donc les nains de Belegost et de Nogrod. Il y a aussi une liste d'objets magiques, ainsi que quelques informations sur le mithril en lui-même. Mais bon, je vais passer un peu là-dessus, histoire pas que cette vidéo fasse 3 heures. Et je vais en profiter pour partir directement à la conclusion de qu'est-ce que j'ai pensé de Moria à travers les portes de Durin. Sans trop de spoilers, si jamais vous avez regardé quelques-uns de nos lives, c'est plusieurs fois j'ai fait un petit peu les louanges de ce bouquin-là, et je vais encore faire des louanges sans trop de surprises, mais je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que je trouve que ce jeu est excellent, et qui mérite vraiment tous ces... qui mérite un petit peu toutes les récompenses qui ont été données. Tout simplement, je trouve que l'un des désavantages de l'anneau unique, c'est que ça essaie de décrire la Terre du Milieu en entière. Et même si les différents suppléments permettaient de se concentrer sur un endroit ou un autre, il y avait quand même une certaine... c'est assez vague au final, l'univers de Seigneur des Anneaux, parce que ce qui est tout simplement si large que ça, il y a tellement d'informations dedans, que c'est assez dur de vraiment se focaliser sur un point en particulier. Et l'anneau unique, il fait justement ça. Il permet de raccourcir, de rapetisser l'univers du Seigneur des Anneaux juste dans la Moria, pour donner une expérience qui va être beaucoup plus concentrée. Et ça, je trouve que c'est ça ce qui manquait, et ça permet vraiment d'avoir une expérience très la Moria, et c'est pas juste une expérience comme une autre. C'est pas générique, c'est-à-dire que ici vous n'allez pas pouvoir faire, ce bouquin-là ne va pas vous aider à faire d'autres types de scénarios. Ce bouquin-là vous permet de jouer dans la Moria, et c'est tout, ou alors dans un autre grand danger. Et je trouve que c'est sa plus grande force. Donc là, on a aussi, forcément, la présentation est nickel, genre en termes des illustrations, en termes juste de l'écriture, alors bon, encore une fois, j'ai la version anglaise, donc malheureusement, j'ai pas pu voir les traductions françaises, mais la version anglaise, au niveau de l'écriture, elle est impeccable. Au niveau des dessins, illustrations, que ce soit les illustrations des salles ou même les illustrations en général, c'est top. Et les mécaniques ont été vraiment raffinées. En fait, c'est vraiment des mécaniques qui sont raffinées sur ce jeu-là. En point négatif, je pense que ça reste quand même assez complexe. En tout cas pour la meneuse, pour pouvoir réussir à rentrer dedans, et vraiment ses propres salles. Est-ce que ça va devenir répétitif ? Je sais pas trop. Est-ce que le fait d'utiliser les salles, est-ce que les salles sont suffisamment extensives en termes de contenu ? Je dirais a priori oui, mais c'est quelque chose que, malheureusement, j'ai pas encore pu trop y jouer. Il y a un actual play qui serait potentiellement en préparation chez Entrerolist, donc restez connectés. Mais quoi qu'il en soit, moi je dis que ce bouquin, c'est le genre de bouquin qui se lit avec plaisir en fait. C'est le genre de bouquin qui, même si tu n'y joues pas, juste l'avoir dans sa bibliothèque et tout simplement l'avoir lu, je trouve que c'est déjà très cool. Donc voilà. Donc ouais, au final, je vais réitérer mon avis là-dessus, c'est que la Moria, à travers les portes de Durin, c'est un bouquin
qui est excellentissime. Même si vous êtes fan de l'anneau unique, que vous soyez fan de l'anneau unique, enfin du Seigneur des Anneaux en général, je pense que c'est très bien pour vous. Si jamais vous n'avez pas aimé l'anneau unique, et ça c'est un autre des points, c'est que j'ai entendu plusieurs fois des gens qui disaient j'ai pas trop apprécié l'anneau unique, parce que c'est trop lent, le rythme est pas correct. Et ben je pense que quelqu'un qui n'aime pas l'anneau unique, et ben ça pourrait être différent pour la Moria. Parce que la Moria va pouvoir permettre de focaliser encore une fois l'aventure, et d'enlever le côté presque contemplatif un peu lent pour vraiment le rajouter, le transformer en de la tension. Et donc si jamais, encore une fois, vous n'avez pas aimé l'anneau unique, mais vous aimez bien le Seigneur des Anneaux et la Moria en général, et ben essayez si jamais vous pouvez, et vous me direz ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est une expérience qui est vraiment différente. Donc là c'est quelque chose qui est un jeu qui est vraiment différent de l'anneau unique, c'est la Moria. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour histoire de pas trop me répéter, mais en tout cas vous avez mon avis, et évidemment faites-vous votre propre avis. Et en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous présenter ce jeu là. J'ai une certaine petite attache plus émotionnelle que rationnelle sur le Seigneur des Anneaux, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir vous présenter ce bouquin-là. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée ou autre, et surtout passez de bons jeux. A plus tout le monde, salut salut.